Ouais, c'est mieux. Ok. Bah, bonjour. Merci d'être venus si nombreux. Alors, je commence toujours par une petite démo, histoire qu'on voit à quoi je vais m'attaquer. Ça va donner un petit peu une teneur de est-ce que je vais me foirer aujourd'hui ou pas. Hop, 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 hop. Ouais, ouais. Un peu entre les deux. Alors, le cornhole. Le cornhole est un jeu. Alors on m'a sans doute invité parce que le thème cette année c'est le sport. Donc c'est un sport en direct des États-Unis. Alors littéralement, ça veut dire le trou maïs. Maïs parce que les petits sacs contiennent des grains de maïs. Et comme vous pouvez le voir en haut de la planche, il y a un trou. Alors c'est aussi appelé le jeu de poche au Québec. Et ça date de plus d'un siècle. Le premier brevet a été déposé en 1883. Mais c'est vraiment un siècle plus tard, dans les années 70, que ça a un peu explosé aux États-Unis, en particulier les 15 dernières années. J'ai loupé, voilà. Donc le premier brevet, je disais, et donc dans les années 70, ça a réapparu dans la région de Chicago. Donc là, on peut voir quel était le premier brevet. Donc ça a un petit peu changé, mais on voit quand même qu'on avait déjà le sac. Il y avait une petite cloche qui, à l'époque, j'ai pas su retrouver quel était son intérêt. Peut-être qu'il y avait des points supplémentaires en touchant la cloche. En tout cas, maintenant c'est incontournable, c'est pratiqué par des milliers d'Américains et c'est retransmis sur des chaînes comme ESPN aux côtés d'autres sports extrêmes, puisque c'est quand même un sport assez extrême. On peut se blesser. Voilà. En France, on a aussi la Fédération française de cornhole qui vous permet de vous frotter à la crème de la crème du cornhole français depuis 2013. Et voilà, il y a même des clubs, hein, peut-être dans votre ville. Alors, comment on joue au cornhole? Alors, c'est important parce que vous allez comprendre pour la suite de la démonstration. Ça se joue normalement à 8,20 m, donc là, j'y étais pas du tout. C'est assez loin. Il y a 4 sacs par équipe. Donc là, c'est pareil, j'ai pas tous les sacs parce que je viens de Nantes et c'est un petit peu lourd à trimballer. 4 sacs jaunes ou rouges, ça dépend de vos couleurs préférées. 4 sacs par équipe, on joue à tour de rôle. C'est 1 point sur la planche et 3 points dans le trou. Donc il y a plusieurs moyens de marquer des points. Ça se joue en équipe ou en 1 contre 1. Et c'est un peu comme le palais breton, si vous connaissez, ou palais vendéen, pour les plus... c'est un peu plus confidentiel. On compte la différence de points, c'est-à-dire on lance tous les sacs là, et à la toute fin, on comptera les points. Donc, il peut se passer des choses pendant la partie. Vous pouvez pousser le sac des adversaires, vous pouvez pousser vos propres sacs, vous pouvez bloquer le sac des autres, vous pouvez les superposer. Et à la toute fin, on va compter le total de chaque équipe et on fait la différence. S'il y a une équipe qui a plus de points que l'autre, elle marque la différence de points. Donc vous pouvez être très bon, il faut juste être meilleur que votre équipe, que l'équipe d'en face. Moi, alors, je ne suis pas un joueur de cornhole professionnel, hein, je bosse chez S2I Atlantique, je fais du dev Java là-bas surtout, et quand j'ai du temps libre, quand ils veulent bien, je peux donner quelques conférences sur des sujets variés. Je suis là-bas depuis 2010, alors si vous voulez me contacter, je suis sur Twitter, LinkedIn, hein, n'hésitez pas. Voilà pour moi. Et merci à S2I de me soutenir en tout cas dans ce genre de talk. Alors quand je ne suis pas chez S2I, je passe mes week-ends avec une bande de fous qui s'appelle les Têtes de Blin. Alors il y a 20 ans, on faisait un festival de musique avec un nom évocateur. Et puis après, avec le temps, et on s'est un petit peu assagi, on a arrêté de faire ça, et maintenant on est dans la fabrication de jeux en bois et de jeux de société. Là, on peut voir la grue jaune de Nantes derrière, où on fait des initiations. Voilà, on a notre club de cornhole un petit peu. On fabrique aussi des cornholes. Et dans cette association, j'ai un ami qu'on ici avec son fils, Nico, qui est arrivé comme Nantes à peu près comme moi il y a 6 ans. Et quand on est arrivé, on voulait se trouver une activité et puis on voulait faire autre chose que du dev le soir quand on allait bosser sur nos PC. Mais quand même, on avait cette petite fibre. Voilà, on voulait continuer à faire des petits projets, side projects. Quand on a commencé à bosser sur les cornholes, on s'est dit, mais en fait, on pourrait faire un cornhole connecté qui compte les points tout seul, qui nous affiche les points. Enfin, on a besoin parce que quand vous jouez au cornhole, il y a toujours des gens qui demandent « Ah, c'est quoi le score ?» Donc tout le monde s'écharpe. Là, au moins, l'idée, c'était d'afficher le score sur la planche pour que tout le monde puisse être au courant. Voilà. Quand on a des compétitions internationales, ça peut être pratique. Et puis, on voulait rendre un service. Voilà. On ne voulait pas juste faire un objet connecté, un énième gadget. Bon, après, c'est discutable, mais on voulait rendre un service au public.
quand vous voulez lancer dans un petit side project comme ça, du coup, essayez de faire un MVP un peu centré. Si je peux vous donner un conseil, essayez pas de vous lancer dans plein d'idées. Petit conseil. Donc au début, on avait juste ça, rendre le score disponible, viser au public, et puis compter le score automatiquement. On s'est dit, bah, maintenant, on peut faire plein de choses. Il y a des capteurs de présence, de proximité, etc. On était sûr qu'on pouvait faire plein de choses. Donc on s'est lancé dans un petit peu en mode no limit finalement. On s'est dit, bah, allez, on va compter les points, on va mettre des capteurs de pression, on va mesurer le poids sur la planche. Et puis, il faut aussi compter les points quand on tombe dans le trou. Donc, on va faire des capteurs de proximité infrarouge comme quand vous passez devant votre porte de garage et que ça s'éclaire. On va afficher le score avec une matrice de LED dans la planche. Et puis, petite contrainte, il faut pouvoir différencier les sacs jaunes des rouges. Donc, on s'était dit, on va mettre des petits tags RFID, un petit peu comme à la caisse à Decathlon. Vous mettez tout dans votre panier et puis il est capable de détecter ce qu'il y a. Donc, on s'est dit, on va différencier sac jaune et sac rouge. Vous voyez, on s'est un petit peu, voilà, on s'est un petit peu éparpillé. Et puis, automatisons ça avec de l'Arduino à l'intérieur. Alors, je vais expliquer après pourquoi on a choisi Arduino. On aurait pu choisir une autre plateforme. Et puis, voilà, le MVP c'est un petit peu étendu, diffusion de la musique, un show visuel et pyrotechnique, pourquoi pas. et puis contrôler à distance, puisque comme je vous disais tout à l'heure, en fait, on lance tous les sacs et après on compte les points. Donc, il faut indiquer à la planche que bah, ça y est, on a lancé tous les sacs, parce qu'elle n'est pas capable de savoir si j'ai lancé un sac dans le buisson qui est derrière. Donc, avec un petit contrôle à distance, on se dit, bah, moi je faisais du Java, le passage pour faire du dev Android devrait être assez simple. Alors pourquoi Arduino? Alors quand on a débuté, quand on a fait ce projet-là il y a 5 ans, c'était pas si cher. C'était 9 € le petit Arduino Uno comme ça. Ça coûtait pas grand-chose. Alors depuis Covid est passé, etc. Donc on est plutôt aux alentours de 25 € maintenant, un petit boîtier comme ça pour vos petits projets. Ça peut descendre en dessous. Pourquoi on a bien aimé? Parce que aussi c'était économe en énergie. Vous pouvez le brancher avec des batteries portables, type que vous avez quand vous partez en camping pour recharger votre téléphone portable, avec une durée de vie. Enfin, moi j'ai déjà branché cette planche de Cornol branchée pendant une semaine sans m'en rendre compte. Elle était en train de diffuser de la lumière et la batterie a tenu. Bon, c'est pas super pour la planète, hein, j'en conviens. Mais il y a même plus petit, hein, si vous voulez faire une petite station météo, etc. Il y a des Arduino mini avec sur batterie, ça peut tenir très longtemps sans que vous ayez besoin de charger. Et puis, alors on aurait pu choisir Raspberry, mais Raspberry, c'est plus cher déjà, il faut compter au moins une centaine d'euros. Et puis c'est surtout sur secteur. Et nous, on voulait un modèle transportable pour aller en camping, justement, pour pouvoir jouer à ça. Ce qui est trop bien avec Arduino, c'est qu'il y a des starter kits qui sont hyper abordables. Quand vous voulez vous lancer dedans, en fait, vous achetez un petit boîtier où il y a les capteurs de température, de pression, d'humidité. Vous avez les petits sticks pour faire éventuellement, je sais pas moi, une petite borne d'arcade. Vous pouvez faire plein de choses. C'est top. Enfin, ça donne plein d'idées quand on ouvre ça. On est un petit peu comme les gamins à Noël. Et puis, il y a plein de modules, comme je disais, préprogrammés, c'est open source. Enfin, voilà, ça nous a emballé en tout cas, et ça avait l'air assez simple. Mais voilà, ça c'est pas un MVP. Enfin, on s'est lancé dans un projet énorme, et en fait, ça a été la première claque. Parce qu'on s'est pointé au Fab Lab de Nantes, on a payé notre cotisation, on était content. Et puis, direct, en fait, plein de choses ne sont pas possibles. La première chose qui n'est pas possible, c'est l'antenne RFID. Alors on s'était dit, c'est bien, alors on va mettre une petite puce là-dedans, on va mettre des antennes sur la planche, mais en fait on n'arrivait pas à différencier entre le sac qui soit posé sur la planche et le sac qui soit légèrement en dehors, on n'arrivait pas à le différencier. Alors on a étudié plein de possibilités, on en est venu à la conclusion que ça allait être hyper compliqué. Alors on a trouvé un projet, il y a des gens qui ont réussi à faire une antenne custom sur la planche, mais ce n'était pas dans notre compétence, en tout cas ça demandait des compétences un petit peu en électronique un peu plus poussées. On a laissé tomber, et de fait on a dû abandonner la possibilité de compter les points automatiquement, ce qui était un petit peu le truc qui nous faisait kiffer. Donc on a viré aussi Qu'est-ce que j'ai viré là? Ah oui, c'est ce que je vous disais, compter les points. De même, on s'est dit on va enlever le comptage de points, on va se limiter à une chose, c'est l'affichage du score, du score sur la matrice de LED. Et puis on va enlever les sons, on va enlever le show pyrotechnique. Et là, on va revenir sur un vrai MVP. Je vous conseille un petit peu de faire ça si vous avez fait un projet perso. Juste commencer pas à pas par la chose la plus importante pour vous et ce qui vous rend le plus service. Nous, ce qu'on voulait au début, c'était afficher le score. Donc c'est ce qu'on a décidé de faire. On a dit du Arduino avec du Bluetooth, une petite appli Android qui serait très simple à développer, bien sûr.
c'est pas du tout. Et puis juste la matrice de LED pour afficher le score. Voilà, donc on change un petit peu notre braquet et on reste sur un truc un peu plus simple. Et puis Cornol 2 Turbo, avec Nico, on avait une petite rivalité sur, si vous connaissez Street Fighter 2 Turbo, le célèbre jeu sur Super Nintendo. Et du coup, on a décidé d'appeler ça le Cornol 2 Turbo parce que ça va plus vite. Ce qui est super dans ce genre de projet, c'est que du coup, vous faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire dans votre vie pro. Nous, on s'est mis à faire de la menuiserie, on s'est mis à faire de l'électronique, enfin, on n'en avait jamais fait. Moi, j'ai acheté mes premiers outils pour travailler le bois, même si c'était assez simple. Je me suis mis à l'électronique et mes cours, ça datait du lycée, donc voilà, c'était très limité. Et puis le dev Arduino, j'en parlerai après, mais pour nous, c'était un super retour un peu aux sources de ce qu'on avait pu apprendre à la fac, de vraiment manipuler des 0 et des 1 et pas des strings d'1 million de caractères. Et puis le dev Android, j'en reparlerai très peu, parce que ça a vraiment été notre souffrance. Alors quand on se lance là-dedans, il y a forcément un petit billet d'entrée, parce qu'il faut du matériel, il faut du bois, il faut la visserie, il faut l'électronique, et puis c'est le moment de demander à papa, maman, et puis vos compagnes et compagnons, vous payez des outils, parce que vous allez en avoir besoin. Et c'est le moment d'investir, du coup vous pourrez vous lancer dans d'autres projets après. Si vous voulez vous lancer dans la fabrication d'un cornol, j'ai des plans. On ne sait jamais, parce que j'en parle, j'ai envie de vous vendre un petit peu le truc. Donc on a des plans qui sont tout faits. Si jamais ça vous intéresse de vous lancer dans l'aventure, il y a toutes les cotes. Voilà. Vous allez à Leroy Merlin, la planche de base chez Leroy Merlin fait 1,20 m sur 60, c'est exactement la planche de cornol. Est-ce que c'est un hasard? Je ne pense pas. Donc voilà, on s'est lancé dans la menuiserie avec du collage, du vissage, de la découpe, du défonçage. Là, j'avais jamais utilisé une défonceuse dans ma vie, donc on a fait l'espace pour intégrer la matrice de LED. Et puis voilà, de la teinte, du vernis, c'était chouette. Et couler cette résine qui allait protéger la matrice. Alors, autre conseil que je peux vous donner quand vous vous lancez là-dedans, en fait, que ce soit la menuiserie et l'électronique, c'est comme dans vos projets de dev, c'est-à-dire il faut tester avant. Et on ne l'a pas fait. La première planche qu'on a fait, on a mis la matrice, on savait qu'il y avait un petit problème de faux contact, on a coulé la résine, et la résine c'est dur comme de la pierre. Et forcément, quand on a tout branché pour montrer aux copains le soir, pour le fameux tournoi qui allait avoir lieu, ça ne marchait pas. Voilà. Et du coup, la planche, on a dû la détruire, enfin elle était inutilisable. Voilà. Donc là, ça c'est la deuxième version, qui est, je vous le montrais, équipée d'une petite trappe pour faire de la maintenance. Donc pareil, il faut avoir les mêmes réflexes, prévoir la maintenance, prévoir la mise à jour, etc. Un petit peu lourd peut-être dans un projet comme ça, mais voilà. Donc là, c'était notre premier gros fail. Tester, c'est douter, mais en fait, non. Je vous conseille, c'est encore pire quand on fait ça, parce que le dev, il suffit de changer une ligne de code. Voilà. Arduino, alors, je ne vais pas vous faire peur. Il y a plein de choses qui sont possibles à faire avec Arduino, mais ce qui est top, c'est que vous le branchez sur votre PC et il est alimenté. Vous avez des petits pins d'entrée et de sortie ici pour faire de l'analogique ou du numérique. Et vous branchez dessus vos captures d'humidité, de pression, vos entrées du type ce genre de petits encodeurs rotatifs qui vous permettent de rajouter des boutons, vos petits joysticks. Et puis vous pouvez aussi récupérer du courant pour alimenter, ou pour alimenter des petits dispositifs comme ça, ou pour alimenter d'autres choses, des petites LED. Voilà, il y a de la sortie ici, 5 volts, avec la masse qui est ici pour brancher les choses. Ça, c'est le principe. Et puis un microcontrôleur, donc, on peut dire un peu, Arduino, c'est, si vous voulez une porte d'entrée pour découvrir un peu ce que c'est que l'embarqué, c'est quand même pas mal. Ça, en tout cas, vous allez découvrir les contraintes comme nous, on les a découvertes. Et ce que je vous propose, c'est de vous montrer à quel point c'est simple de faire de l'Arduino. Alors surtout quand on est dev, quand vous n'avez pas de background de dev. Nous, on a déjà fait des talks sur comment faire une station météo avec ChatGPT en 30 minutes, sans y connaître rien du tout en Arduino ni en dev-C, et ça marche vraiment du tonnerre. Il vous explique tout de A à Z. Enfin voilà, je ne vais pas parler des IA génératives, vous connaissez déjà le sujet. Mais moi, je vais vous montrer directement ici dans le code qu'est-ce que ça donne, l'environnement pour faire du Arduino. Alors, hop. Tac, tac. C'est bon, ok. Ça, c'est Arduino IDE, c'est vachement bien foutu. C'est clé en main, vous l'installez, ça fonctionne. Vous branchez votre Arduino, il est repéré.
Donc ça, c'est top. Il y a un système de gestion de librairie où si vous avez besoin d'avoir un capteur de température, par exemple, alors il y a le capteur de température, et puis hop, on met les librairies qui vont bien. Un peu à façon Maven, quoi, mais sauf que ça va être plus simple d'utilisation, je trouve. Où est-ce que j'étais? Il y a du débugage, vous pouvez faire du débugage, vérifier quels sont les threads qui sont lancés. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont super. Je suis perdu un petit peu. Et la structure de base d'un programme, c'est vraiment celle-là, où il y a un setup, vous allez initialiser les capteurs que vous avez branchés dessus, et puis une boucle perpétuelle dans laquelle Arduino va boucler pour vérifier l'état de vos capteurs, et puis éventuellement, vous faites un traitement après, et vous renvoyez un affichage vers une matrice de LED, ou des sons, etc. Ça, c'est le principe de base. Donc, si par exemple, donc là, je l'ai branché, il est branché sur un USB, donc j'ai accès à un port série. Serial.begin, donc je vais l'initialiser. Est-ce que je dis pas de bêtises là? Voilà. Et puis après, je vais lui mettre en sortie. Et en plus maintenant, alors ça c'est la nouvelle version, il nous a rajouté de la coloration syntaxique. Coucou les amis. Toc. C'est là qu'il y a toujours un effet démo, cette conférence, à chaque fois. Et puis il y a peut-être des gens qui regardaient et qui vont me dire « Ah non, ça va pas marcher. » Non connecté. Non, s'il te plaît. Pas aujourd'hui. Coucou les amis. Alors première chose qu'on peut voir ici, si je lui demande de se taire un petit peu. Stop, stop, bon. J'aimerais bien qu'il s'arrête. Arrête-toi. Stop. Bon. Finalement, dans cette boucle-là, il fait une boucle, mais toutes les 50 millisecondes, ce qui est finalement des fois assez long. Par exemple, si vous avez un projet de faire une petite borne d'arcade, 50 millisecondes, c'est à peine ce qu'il faut pour quand on est bien énervé dessus. Donc en fait, c'est un peu pour nous rappeler que c'est un peu grand public quand même, et qu'il y a peut-être d'autres plateformes qui sont peut-être plus adaptées pour si vous voulez faire des projets commerciaux. Si on veut aller plus loin, on peut brancher d'autres choses. On peut brancher, par exemple, une matrice de LED, par exemple, des capteurs de température. Je peux vous montrer ce que ça donne si on veut brancher, par exemple, une matrice de LED. Alors, c'est du C. Donc, on retrouve tout ce qu'on va retrouver dans le C. Alors, moi, ça, je ne l'ai pas inventé. Si je veux vous rassurer, à chaque fois que vous avez un dispositif comme ça que vous achetez, donc là, c'est une matrice de LED, vous allez sur le site du constructeur, et puis il y a des tutos qui sont très bien foutus. Il y a ChatGPT aussi qui va vous dire comment faire de A à Z. Mais on retrouve ce qu'on va retrouver dans tous les projets C, enfin des includes pour vos librairies, des constantes pour définir les constantes de quel va être le programme. Par exemple, ici le pin sur lequel j'ai branché ma matrice, donc je vais le faire devant vous. Là, je connecte ce pin sur le numéro 8. Et puis tout un tas de variables qui vont me servir pour initialiser ma matrice. Donc là, j'initialise ma matrice, j'ai rien inventé. Là, j'ai vraiment copié-collé depuis le site du constructeur. Donc c'est une matrice qui fait 32 LED sur 8. Je me suis fait plaisir avec différentes couleurs qui vont s'afficher sur la matrice. Et puis après, des variables qui peuvent évoluer dans le programme. Donc là, j'ai mis coucou les amis. La luminosité de la matrice, là, j'ai mis sur 15, ça va jusqu'à 255, j'ai pas envie de vous brûler les yeux. Et là, donc, on retrouve la structure avec le setup. J'ai une initialisation de la matrice un petit peu plus bas. Je vais lui laisser un petit peu de temps de s'en remettre. Il a un petit peu du mal Arduino de temps en temps quand la matrice, là, c'est une grosse librairie. Et puis après, dans ma boucle, c'est là où je vais avoir tous mes traitements. Donc là, j'ai juste un affichage de messages avec mon petit message d'attente. Coucou les amis. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais dans l'initialisation de la matrice, vous voyez, on a mis en paramètre toutes mes constantes que j'avais définies là-haut, qui définissent la façon dont va se comporter la matrice. C'est pareil pour tous les capteurs. Capteurs de température, vous allez lui définir comment il va se comporter, etc. Et l'affichage du message, et là, c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire, il y a des fois des librairies toutes faites, et des fois, il faut un petit peu faire à la mano. Donc là, pour afficher un message qui défile, il va falloir que je fasse un tableau avec mes caractères, puis je le décale d'un pixel à chaque fois, et que je fasse des petits calculs pour faire la rotation des couleurs, parce que je voulais faire une rotation de couleurs. Donc là, c'est pareil, vous trouverez des tutos sur Internet. C'est assez simple. Bon, là, ça n'a peut-être pas l'air, mais c'est assez simple. Alors, j'ai déjà préparé la suite pour afficher le score sur la planche et changer la luminosité de la matrice. Donc, c'est là qu'il y a un effet démo très intense. Oui, si je ne branche pas la matrice, par exemple, ça ne va pas fonctionner.
Ah oui. Alors ce qu'on peut constater, là, c'est sur mon programme, il n'est pas très grand, c'est quand même tout petit. Moi, je suis habitué à un petit peu plus quand on écrit n'importe quel projet en Java, ça pèse plusieurs mégaoctets et je suis gentil. Là, le croquis, c'est à peu près 12 kilooctets et il m'occupe déjà 40% de l'espace de stockage d'Arduino, donc c'est vraiment limité. Donc ça, pour nous, ça a été une des premières claques parce qu'on imaginait faire des modules, on avait mis beaucoup de debug au début, beaucoup de sorties vers le port série, etc. Et ça nous occupait beaucoup de place. Et les variables utilisent 15% de la mémoire. Et c'est pareil, on a eu beaucoup de surprises au début parce qu'en fait, on stockait tout dans des strings. Et les strings, les chaînes de caractères, c'est de l'allocation dynamique. Et nous, on avait oublié un petit peu les contraintes qu'on pouvait avoir, qu'on avait appris à la fac. En fait, on va allouer, plutôt que de faire des strings et de l'allocation dynamique, on va plutôt prendre des tableaux de taille finie. Et ça, c'était un petit peu un retour aux sources. On a trouvé ça vachement intéressant de revenir à ça et de se rendre compte qu'on pouvait faire un petit peu plus économe. Je ne sais pas s'il affiche quelque chose, si. J'aurais dû regarder sur vos regards, c'est dans le bon sens. Ça va. Donc ça, c'est le principe de base dans Arduino. Puis après, on peut aller plus loin. Là, c'est quelque chose qui sort, mais on peut aussi avoir des choses qui rentrent. Moi, j'étais embêté. Alors là, ça va, on est un petit peu dans l'ombre, mais la première version de la matrice, la luminosité, elle était très faible. Et problème, on était venu sans le PC, et personne ne pouvait voir le score. Et on ne pouvait pas changer la luminosité en live. Donc il avait fallu ramener un PC, le brancher, changer la luminosité, etc. Donc là, je vais vous montrer ce que ça peut donner de modifier la luminosité en live avec un petit encodeur rotatif. Alors si vous vous mettez à l'électronique, vous avez attention sur les forums de spécialistes, hein, dites pas que c'est un potentiomètre, parce que c'est pas du tout la même chose. Ça mesure en fait ça va pouvoir vous dire est-ce que vous avez mis un cran vers la droite ou un cran vers la gauche, enfin, dans le sens horaire ou anti-horaire, tandis qu'un potentiomètre c'est un potentiel électrique. Voilà. J'ai mal vécu mes passages sur certains forums. Il y a des... On se sent tout petit quand on va là-bas. Alors, de la même façon, on va rajouter la librairie qui va bien. J'ai rajouté des choses en plus, des luminosités par défaut, des luminosités max pour ne pas vous brûler les yeux si je tourne un petit peu trop vite. Et puis là, j'ai les petits pins pour mon encodeur rotatif. Donc, il doit être alimenté, ça tombe bien, l'Arduino peut l'alimenter. Donc, masse, désolé pour le Larsen, je vais parler moins fort. Et 5 volts, j'espère que je ne fais pas n'importe quoi. Et les trois autres, c'est 9, 2 et 3. Alors là, j'y vais un petit peu en live, mais en vrai, c'est parce que c'est assez simple, mais ça m'est déjà arrivé de brancher des choses sur mon Arduino et puis qu'ils se mettent à flamber et puis que ça soit terminé pour la soirée. Donc en vrai, il y a peut-être des précautions à prendre avant de vous lancer dans certains projets un petit peu complexes. Par exemple, on ne peut pas alimenter un ampli pour du son avec ça. Ça l'a fait cramer, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. On voulait faire une petite buzzbox pour nos soirées quiz et le premier qui a appuyé, ça a fait sauter le truc. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Là, on était bloqué dans une boucle et on avait essayé une fois de faire une petite borne d'arcade. Et le problème quand on est dans la boucle, c'est qu'il traite les informations les unes à la suite des autres. Et quand il y avait plusieurs personnes qui appuyaient sur les boutons en même temps, dans mon code, il y avait forcément un bouton qui était checké avant, donc c'était toujours les mêmes qui gagnaient. Donc, il y a possibilité de faire des choses un petit peu plus avancées que simplement être dans cette boucle. On peut rajouter des interruptions. Donc il y a un mécanisme d'interruption. Alors en fonction, là c'est l'Arduino Uno, il est tout petit, mais il y a des Arduino Mega sur lesquels vous pouvez mettre encore plus d'interruptions. Pour jouer par exemple de la musique 8 bits, c'est un petit peu mieux. Si j'ai le temps, je pourrais vous faire écouter le thème de Street Fighter 2 sur cette machine. Et on peut attacher ce qu'on appelle ici une interruption, c'est-à-dire plutôt que d'être dans cette boucle infinie, on peut dire au moment où je vais avoir une information qui arrive sur tel pin, donc là c'est les deux pins de mon encodeur rotatif, et j'appelle une autre fonction qui est un peu plus bas. Donc là en fait, quand je vais le tourner dans un sens ou dans l'autre, il va appeler une fonction qui va vérifier son état. Et si je suis en train de le tourner dans un sens horaire ou anti-horaire, en fait je vais augmenter ou baisser ma luminosité. Chose que je vais tester en live, bien sûr, et que ça va fonctionner. J'ai confiance. Non. Si, parce que j'ai pas sélectionné la bonne.
Alors là, c'est très basique ce que je fais comme. Enfin, c'est vraiment. Et puis on a fait ça comme ça en fait. On a rajouté les modules au fur et à mesure et donc on a rajouté du code et des surcouches. Ça fait une sorte de millefeuille. Il y a possibilité de faire mieux. J'ai rencontré plein de gens super intéressants avec cette conf. Des gens qui ont fait de l'architecture hexagonale avec Arduino parce que ça s'y prête bien, puisque vous rajoutez des modules de plus en plus. Donc vous pouvez faire du bus de messages, etc. Enfin, on en parlera tout à l'heure. Donc là, est-ce que ça marche? Oui. Non, oui, non. Si, c'est éteint. Voilà. Ça va, ça vous brûle pas les yeux. Ça va. Voilà. Voilà ce qu'on peut faire avec Arduino. Donc il y a plein de possibilités. Alors je vais vous montrer quel est le soft qui est sur cette machine. Bon, en vrai, je vous ai mis une petite surprise en plus. On peut avoir des constants, alors il y a peut-être des spécialistes en C, des variables de préprocesseur. J'espère que j'utilise le bon terme, mais qui vous permettent d'alléger votre code en remplaçant au moment de la compilation certains passages de votre code par rien. Par exemple, si je suis en mode debug, à chaque fois que je vais rencontrer ces occurrences-là, la debug print, debug println, je le remplace par un serial.print. Et puis si je suis en mode production, c'est-à-dire au camping, je le remplace par rien en fait. Du coup, il n'y aura rien dans le code, il sera un petit peu plus léger, il consommera un petit peu moins, il n'ira pas envoyé vers un port série qui n'existe pas. Alors nous, on a beaucoup souffert avec ce débugage, parce qu'au début, en fait, on mettait dans notre port série, on envoyait tout ce qu'on faisait, on mettait des chaînes de caractères immenses, et puis à un moment, ça se mettait à déconner, et puis plus ça déconnait, plus on rajoutait de debug vers le port série, et ça ne fonctionnait plus du tout, on ne comprenait pas, et bon, voilà, on a réappris ce que c'était que des chaînes de caractères, et qu'en fait, il faut faire plus léger. Donc là, on va utiliser des bits, des entiers, et des chaînes de caractères finis, on va faire des tableaux finis. Donc c'était un peu un retour aux sources, c'est super intéressant, moi je le trouve. Donc là, il y a tout ce qui concerne mon Bluetooth. Et puis on a dû définir, du coup, comme on est en Bluetooth, on a fait un petit peu notre protocole de communication avec un système de chaînes de caractères, avec des chaînes de caractères, j'ai dit chaînes de caractères alors que c'est un tableau fini, mais avec des petits chevrons dans lesquels on va passer nos instructions. Donc là, il y a le setup avec tout ce que je veux. Pareil, on avait déjà parlé de ça, de tout ce qu'on veut initialiser. Et puis après, dans notre boucle, on a la réception des données, comment on les processe. Et puis ici, on vérifie l'état de notre... si on a appuyé ou pas sur ce bouton, puisqu'on peut aussi appuyer dessus. Qu'est-ce qu'on a fait du coup? Après, ce qui est intéressant, c'est, je trouve dans ce genre de projet, alors là, c'est la fonction qui va vérifier quelle commande j'ai récupérée depuis mon Bluetooth. Donc il y a une commande pour setter le score, donc ça c'est la commande principale, une commande pour changer les couleurs, une commande pour récupérer la version que j'ai sur ma board, pour changer le message, etc. Alors on constate qu'il y a plein de to-do, c'est ça que je voulais vous montrer. Ce qui est important avec ce genre de projet, quand vous vous lancez dedans, c'est en fait ça ne sera jamais fini. Tout le monde vous demandera alors votre projet de Cornol 2 Turbo, c'est terminé, et puis vous aurez toujours en tête le fait que vous avez laissé des to-do dans votre code, des choses que vous n'avez jamais finies, et toujours vous serez on n'a jamais pu aller jusqu'au bout. Voilà. J'ai toujours cette sensation d'avoir jamais terminé le projet, un peu frustrant. Et puis je vais pas aller dans la suite, ça sert à rien de vous montrer ça. C'était pour vous montrer que en 439 lignes, on peut faire un petit soft qui va réceptionner des commandes depuis un Bluetooth et puis afficher des messages sur une matrice. Voilà. Je vous remets après. Toc. Est-ce que si je fais ça... Non, ça marche pas forcément. Toc. Ok. Donc ça, c'est Arduino. J'espère que ça vous a donné envie d'en faire chez vous à la maison. Donc il y a d'autres confs sur Arduino, souvent sur les salons. Il y a des choses très intéressantes. Alors je me souviens plus de tous leurs prénoms, mais je me souviens d'un qui avait mis de l'Arduino partout dans sa maison. Il avait de l'Arduino dans sa boîte aux lettres qui lui disait quand il recevait du courrier. Il y en avait avec la station météo. Il avait l'Arduino qui détectait quand il montait ses escaliers pour allumer les marches au fur et à mesure, etc. Donc il y a possibilité de faire plein de trucs un peu gadget, mais il y a possibilité de faire des choses aussi qui peuvent être utiles. Le coup de la boîte aux lettres qui détecte avec un capteur de pression si vous avez du courrier ou pas, c'est quand même sympa. Et qui vous envoie ça par SMS. Ouais, voilà. Faut se donner les moyens. Alors, ce qui a été douloureux pour nous avec Arduino, c'est que on est venu avec nos gros sabots de dev web et on s'est dit ouais, on va faire un serveur web, on va l'appeler en HTTP, on va l'interroger, ça va être super. On a longtemps cru que c'était pas possible. En fait, c'est pas vrai. On va pouvoir en parler après. On voulait faire des web services avec une API,
Allez, on va faire des bus de données. On a longtemps cru que tout ça, c'était pas possible. Pareil, stocker une BDD, stocker eh bien, le thème de Street Fighter 2 en MP3, voilà, ce genre de choses. Et puis de faire du débogage, bah, vous voyez, nous on a pas mal galéré, on a fait vraiment à l'ancienne, dichotomique, a fait du serial.print, etc. Voilà, les logs c'est compliqué. Et puis le fait que ça réponde pas assez rapidement, qu'on ait eu des bugs, on a eu un petit peu peur, on ne s'est pas lancé dans la commercialisation. Par contre, ce qui est cool, c'est oui, commercialisation. On s'est dit, on va vendre nos services pour transformer vos Cornol en Cornol 2 Turbo. Pourquoi pas. Ce qu'on a trouvé cool, c'est que c'était bas niveau. C'est retour aux sources pour nous. Donc c'était hyper intéressant. On ne connaissait pas du tout l'embarqué. Et encore, je pense qu'on est très très loin de ce qui se fait dans le monde de l'embarqué. Mais remanipuler des choses simples comme on n'a pas d'HTTP client qui fait tout, quoi. Mais on est obligé de remettre des sockets, des buffers avec des structures de données hyper simples. J'en parlais tout à l'heure. Et puis le fait qu'il y ait beaucoup de modules, c'est Noël, quoi. On ouvre la boîte et on a envie de faire plein de projets. C'est open source et ça c'est trop cool parce que vous pouvez mettre votre source à dispo. Alors moi je suis un très mauvais élève parce qu'à chaque fois je dis oui je vais vous mettre le code disponible et je ne l'ai toujours pas fait. Je vais le faire. Et puis c'est une première approche du monde de l'embarqué. Et moi je ne connaissais pas, j'ai trouvé ça cool en tout cas. Au-delà du fait que la menuiserie c'est super sympa et je vous invite à le faire, c'est vraiment sympa, c'est chouette. En fait, vous pouvez mettre un serveur web là-dedans, très simplement. Il y a des petits shields qui se rajoutent. Vous pouvez rajouter du Wi-Fi, de l'Ethernet. C'est très très simple, c'est hyper léger. Vous pouvez faire du message broker. MQTT, la spec, elle est hyper légère, donc vous pourrez avoir une architecture hexagonale sans problème si vous avez envie de vous mettre des petits challenges. On peut aussi se rajouter une carte SD avec ce que vous voulez dedans. Et pour le test débogage, en fait, il y a plein de sites. Avant que vous vous lanciez dans vos projets, vous faites votre code et vous faites votre montage sur le site avec tous vos composants et vous poussez votre code et puis en fait il va simuler le débugage, il va simuler comment on va fonctionner, vous allez voir les LED s'allumer, donc ça c'est super, il y a vraiment plein d'outils qui sont hyper accessibles et voilà. Alors pour ce qui est d'Android, alors je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que vraiment c'était la grosse souffrance. Pour le dev Arduino on en a eu pour quelques jours, ça aurait été moins avec ChatGPT d'ailleurs. Par contre, Android, on a vraiment sué. Moi, j'avais fait du front et j'avais laissé tout ce qui était l'aspect disposer les éléments graphiquement, puis le responsive, etc. Parce que ça me faisait trop suer. Quand j'avais commencé, c'était l'aspect que c'était compatible IE6, donc j'avais des... Voilà, c'était ma hantise. Et je pensais qu'en fait, on avait avancé là-dessus et au contraire, on a trop galéré à faire. Alors, il y a peut-être des devs Android qui vont me dire, mais c'est super simple. Donc, peut-être petit conseil, quand vous vous lancez là-dedans, en fait, cette commande pour changer le score, peut-être qu'on aurait pu le faire avec un petit boîtier en bois et puis des petits boutons, et puis se rajouter du Android, de l'Arduino pour dialoguer en Bluetooth, quelque chose peut-être de plus simple. Ou, en fait, maintenant que j'ai dit que c'était possible de mettre du web, peut-être se faire une petite app web qui va se connecter directement au serveur sans passer par une appli Android. Sauf pour ceux qui savent le faire. Nous, on ne savait pas et on s'est lancé dedans, c'était un peu complexe. Voilà. Comment occuper vos week-ends désormais nous, on a trouvé ça super de remettre les mains un peu dans le cambouis. Alors, pour l'aspect dev, alors pour l'aspect menuiserie, moi, je trouve que c'est top. On fait autre chose de nos soirées. Et c'est pas si compliqué, finalement, de se lancer. Il faut avoir les bons outils. Faut pas avoir peur, faut avoir des plans. Nous, on avait des amis qui nous ont fait des plans, donc ça, c'était top. Et on a trouvé que c'était cool. En plus, on parle pas mal en ce moment d'artisanat logiciel, donc il y avait un petit côté artisanal qui était cool. Et puis, on avait les sensations de découverte un petit peu, je sais pas si vous vous souvenez, votre première pop-up en JS ou votre premier programme en Visual Basic. Enfin, repartir de zéro avec peu de ressources, c'était chouette. Et puis, l'informatique, finalement, c'est des 0 et des 1. Et là, on les manipule vraiment, on fait des conversions analogiques numériques et c'était chouette. Et on réinvente la roue aussi un petit peu. Et il y a un côté un petit peu plus pur finalement que d'utiliser une librairie qui fait un petit peu tout à votre place. Ah oui, et puis en fait, c'est des contraintes. Et on a trouvé ça chouette de développer sous contrainte. C'est un petit peu un peu notre futur. Enfin, quand on est dev web ou dev Java, on a accès à un univers de librairies. On les charge toutes dans notre JVM qui va peser 2 gigas et on s'en fout un petit peu. Et on a 32 gigas de RAM, on a de la scalabilité horizontale, verticale, etc. Et là, je trouvais chouette d'être limité et puis essayer de faire un max avec peu.
Ça nous apprend à être peut-être un peu plus sobre. Enfin, il y a beaucoup de choses autour de l'éco-conception maintenant. Et c'est chouette, ça donne des billes en tout cas. Alors après, il y a toujours un apprentissage par langage, mais là, je trouvais que ça nous a donné des billes après pour avancer, nous, dans le côté pro, quoi. Et puis c'était chouette aussi, pas besoin de Raspberry, du coup, pour un projet comme ça, finalement, on peut faire ça juste avec un petit Arduino. Voilà, un peu de sobriété, ça fait pas de mal. Quoique, quand on y pense, finalement, je disais tout à l'heure, c'est bien de ne pas faire un gadget. Quand on y pense, on aurait pu faire ceci, qui compte les points aussi jusqu'à 21. Il n'y a pas besoin de se lancer dans un tel projet. Mais bon, voilà, c'est fun, en tout cas. Merci à vous. Alors, si ça vous a plu, ou même si ça ne vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un petit feedback. Voilà, ça me ferait plaisir. Et si vous avez des questions, je crois qu'il nous reste 4 minutes. En général, les gens me disent je sais comment faire pour compter les points automatiquement. Mais là, non, vous n'avez pas une idée. On n'en a pas. Alors, la dernière astuce qu'on peut avoir, éventuellement, alors il y a eu on m'a donné plusieurs possibilités, c'est de se dire, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter une perche un peu comme celle-là, avec une caméra, avec de l'IA qui va détecter les sacs qui sont présents sur la planche et les différencier. Après, le problème qu'on va avoir, c'est on peut recouvrir les sacs des autres et clairement la caméra ne pourrait pas l'avoir. Alors il faudrait qu'elle la capte au moment où on l'envoie et qu'elle soit capable de déterminer si c'est sur la planche ou pas. Puis il faut toujours compter aussi ceux qui sont dans le trou. On m'a dit, si, peut-être qu'on pourrait faire une grille métallique et que tous les sacs soient équipés d'un petit peu de métal dessus, mais c'est pareil, en fait, on peut superposer les sacs, donc ça serait un petit peu complexe. Vraiment, la dernière option qui nous reste, ça serait de faire des capteurs de poids. En fait, les sacs, il y a une norme, la Fédération française est assez carrée, si vous voulez vous lancer dans le pro, mais en fait, c'est entre 400 et 430 grammes, donc on pourrait décider de faire les sacs rouges à 400 grammes, les sacs jaunes à 430, et faire peser le poids précisément, décider au début de la partie de faire la tare de la planche, et puis une fois qu'on a lancé tous les sacs, on calcule quel est le poids qui est dessus, on est capable de savoir s'il y a des sacs jaunes ou des sacs rouges, éventuellement ça serait l'idée, mais voilà, c'est à voir plus tard pour la V2. Voilà. Merci. Bonne fin de journée. Oui. Ah ok, pardon.